première vue le 16 juillet 1691, à tout d'une journée ordinaire pour le marquis de Louvois. Il s'appelle François-Michel Letellier. Vous savez qu'il fait partie de cette grande famille Letellier qui a donné un grand nombre de hauts commis à la monarchie. Alors que la guerre de la Ligue d'Augsbourg bat son plein, le puissant ministre, il a 50 ans, il est notamment responsable du portefeuille de la guerre, c'est un homme extrêmement actif. Eh bien, ce jour-là, il s'attelle à ses dossiers, il transmet ses ordres, ses avis, il enchaîne les entretiens. Son rôle est central. Il entend bien suivre au plus près, depuis Versailles, les événements des fronts allemands, rhénans, flamands, devrais-je dire, rhénans et même italiens. Mais alors qu'il est en pleine séance de travail avec Louis XIV, le ministre, dont il faut imaginer l'air fier, la silhouette un peu replète, le ministre subitement se sent très mal, oppressé, la douleur marque son visage. Il est dans ce qu'on appelle la liasse. C'est ainsi qu'on nommait ces séances de travail entre un ministre et le roi Louis XIV en tête à tête. Louvois finit par devoir se retirer, il gagne sa chambre, il subit une première saignée, plusieurs médecins sont appelés d'urgence, rien n'y fait, le ministre est en train de sombrer. Encore quelques instants, encore quelques râles, et la vie le quitte. Quelques dizaines de minutes auront suffi pour que la couronne perde l'un de ses plus puissants serviteurs, de quoi susciter des questions. N'aurait-on pas aidé monsieur de Louvois à mourir? Beaucoup ne désiraient-ils pas voir ce ministre controversé quitter la scène? Ou bien n'aurait-il pas supporté la menace d'une disgrâce? Pour comprendre la position difficile de Louvois et sa mauvaise réputation à la fin de sa vie, il faut s'intéresser à son caractère, à son parcours, ce que nous ferons dans un instant en compagnie d'Agnès Walck. Il est né en 1641, donc fils de Michel Letellier, je vous disais, ministre lui-même. Le jeune homme François reçoit une bonne éducation avec pour but bientôt de faire de lui le successeur de son père. Louvois montre de grandes dispositions pour cela. Il est méticuleux, il s'informe de tout, il révèle une capacité de travail qui est impressionnante même dans son jeune âge et on le voit gravir les échelons. Au cours des décennies 1660 et 70, il est peu à peu associé aux fonctions de secrétaire d'État à la guerre de son père. Il finit même par le remplacer au moment où celui-ci se retire. Le roi a le sentiment de l'accompagner dans son élévation. Il a confiance en lui. Louvois intervient dans des dossiers sensibles comme l'affaire des poisons, comme les persécutions contre les protestants, nous aurons l'occasion d'y revenir. Il reçoit aussi toutes sortes d'attributions au fil des années, comme la surintendance des postes en 68, ou bien celle des bâtiments en 83, à la mort de Colbert. Louvois est alors le ministre le plus puissant de Louis XIV. Son travail immense, travail de gestion de l'armée notamment, contribue à donner au royaume le moyen de ses ambitions. Ainsi, Louvois, qui maintenant a 40 ans et même un peu plus de 40 ans, Louvois n'a pas fait que tenir ses promesses. On peut dire qu'il les a largement dépassées. Grand serviteur de l'État, il n'est pas pour autant exempt de défauts et c'est peu dire que sa personnalité est rude et peu avenante. Sensible et émotif, souligne André Corvisier, il s'exprime avec maladresse et brusquerie. Pourtant, il tâche à contrôler son caractère et le travail l'assagit. Saint-Simon le dit, altier, brutal, grossier dans toutes ses manières. Primi Visconti, l'ambassadeur, parle de son côté d'un caractère dur et violent et d'un regard sévère. Quant à Spanheim, il parle de manière hautaine. Vous voyez quand même que cet homme-là était loin de faire l'unanimité. Le ministre s'attire tôt une réputation de rigidité, d'opiniâtreté, d'orgueil, de quoi créer un terreau favorable à toutes sortes de rumeurs. Et par exemple, Saint-Simon rapporte une rumeur malveillante au sujet du déclenchement de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Nous sommes là en 1688. Si l'on en croit le méchant duc, c'est après s'être attiré des reproches du roi au sujet d'une fenêtre, on disait une croisée mal construite de Trianon, que Louvois aurait volontairement poussé à la guerre, poussé au conflit pour se faire pardonner, en quelque sorte, sa maladresse. Il aurait voulu éviter une disgrâce en se rendant indispensable au pouvoir.
En réalité, la guerre semble le résultat de tensions très vives entre la France et divers princes allemands, en cause notamment la politique de réunion de Louis XIV, c'est comme ça qu'on disait, dans un souci de cohérence territoriale. Rappelez-vous le conseil de Vauban à Louis XIV de faire son précaré. Un certain nombre de terres frontalières ont été annexées par le roi, sur des bases juridiques dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont discutables. Autre motif de discorde, le roi estime que sa belle-sœur, Madame Palatine, détient des droits sur la succession du Palatinat. C'est une version très contestée. Le conflit ouvert finit par devenir inéluctable. Au début de l'automne 1688, les armées françaises franchissent le Rhin. Voici ce que nous raconte le biographe de Louvois, Jean-Philippe Sénat. La guerre qui s'ouvrait n'était pas voulue par Louis XIV et Louvois, mais ces derniers la lancèrent en quelque sorte de manière préventive, en espérant que l'invasion du Palatinat suffirait à intimider les princes allemands et que le conflit se terminerait dès le début de 1689. Et il faut reconnaître que les premiers événements justifient ces espoirs. Les succès militaires français sont nombreux. Plusieurs places tombent. En quelques semaines, les armées françaises s'emparent d'importants territoires en Allemagne rhénane. Mais cette offensive s'accompagne d'une stratégie militaire très dure, puisqu'on va décider de ravager le Palatinat, de détruire des villes entières, de se débarrasser des réserves de nourriture. On entend empêcher que les armées allemandes puissent reprendre position dans la région, puissent menacer la France. Alors, s'il y a débat pour savoir qui est responsable du carnage, il semble que le roi en ait validé le principe et que Louvois l'ait porté avec efficacité, avec froideur, dirais-je, avec inhumanité. Son zèle destructeur, en tout cas, va lui attirer désormais bien des ennemis. Un extrait de la symphonie pour les soupers du roi par Michel Richard de Lalande. Restez avec nous sur Europe 1. À l'occasion du spectacle La Nuit aux Invalides en partenariat avec Europe 1, aujourd'hui Franck Ferrand vous propose une émission consacrée au secrétaire d'État français de la guerre de Louis XIV, Louvois. La suite, c'est dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous parlez de Louvois, le ministre de la guerre de Louis XIV, et en particulier du ravage du Palatinat. Un ravage qui va créer des soucis à Louvois. Oui, alors vous savez, ce n'est pas la première fois que pour des raisons militaires, on pratique la politique de la terre brûlée, qu'on ravage une région, etc. Mais il faut vous dire que cette destruction organisée du Palatinat, qui a été commencée à la fin de 1688, va durer de longs mois, et que la destruction est très poussée. Louvois est allé loin. En théorie, dans les villes visées, la procédure, si j'ose dire, est la même. La population est d'abord éloignée, on met le feu aux bâtiments et on rase toutes les défenses. Parfois, cependant, des militaires français qui sont touchés par le sort des populations n'appliquent pas tout à fait les ordres venus de Versailles, des ordres très durs. Et même à Versailles, certains désapprouvent de manière plus ou moins ouverte, à commencer évidemment par la belle-sœur du roi, par Madame Palatine, qui longtemps pleurera son pays natal. Comme le relève Jean-Philippe Sénat dans cette biographie qui vient de paraître chez Talandier, qui s'appelle « Louvois, le double de Louis XIV », je le cite, « L'ampleur du phénomène suscita l'indignation de l'Europe entière et un flot de pamphlets anti-français. Ces derniers reprirent souvent les mêmes clichés des destructions et de la barbarie des troupes françaises, le bombardement du château d'Heidelberg, le pillage de la vallée du Neckar, les tonneaux de vin éventrés, les récoltes et les vignes incendiées, les sépultures électorales et impériales violées à Spire et à Worms, les eaux du Rhin devenues rouges du sang des massacres, les populations affolées se réfugiant dans les forêts, l'Allemagne transformée en désert par l'invasion des Huns et des Goths français. Voilà l'image que la stratégie menée, voulue, conduite par Louvois donne à la France dans toutes ces régions. Stratégie contre-productive. Les princes allemands n'en sont que plus avides de vengeance. Ça va favoriser la coalition de plusieurs puissances européennes contre la France. Je pense au Royaume-Uni, à l'Espagne, bientôt à la Savoie. La guerre qu'on entendait mener en quelques mois va se transformer en une sorte de grand conflit contre une coalition européenne, conflit douloureux, conflit de plus en plus complexe. Pourtant, pendant longtemps, Louvois pousse encore au ravage. Il est entêté, ça je vous l'ai dit, très dirigiste.
Est-ce que ça a véritablement agacé Louis XIV lui-même? Saint-Simon, qui vous l'aurez compris n'aime pas Louvois, du tout même. Et Saint-Simon rapporte une scène lors d'une séance de travail entre le roi et son ministre. À la fin du travail, nous dit le duc, Louvois lui dit qu'il avait bien senti que le scrupule était la seule raison qu'il l'eût retenu de consentir à une chose aussi nécessaire à son service que l'était le brûlement de Trèves, qu'il croyait lui en rendre un essentiel de service, de l'en délivrer en s'en chargeant lui-même, et que pour cela il avait dépêché un courrier avec l'ordre de brûler Trèves à son arrivée. Autrement dit, pour résumer ce que vient de nous dire Saint-Simon, je n'ai pas voulu mêler votre majesté à cette affaire, j'ai donc donné l'ordre moi-même. Il avait donc dépêché un courrier. Le roi fut à l'instant et contre son naturel, si transporté de colère, nous dit Saint-Simon, qu'il se jeta sur les pincettes de la cheminée et en allait charger Louvois, sans madame de Maintenon, qui se jeta aussitôt entre eux et s'écria « Ah, sire, qu'allez-vous faire ?» Elle lui ôta les pincettes des mains. Donc c'est madame de Maintenon qui sauve Louvois en quelque sorte. Si l'on peut s'interroger sur la véracité de ce mouvement d'humeur de Louis XIV, il semble en tout cas que les relations entre le roi et son ministre soient désormais de plus en plus tendues. Le conflit reste à l'avantage des Français malgré tout ça. Il y a eu des échecs, bien entendu, dont une expédition assez piteuse en Irlande, menée par le roi d'Angleterre détrôné par Guillaume d'Orange, c'est Jacques II, l'allié, l'hôte de Louis XIV. Le printemps 1691 voit deux belles victoires françaises, la prise de Mons sur le front flamand et la prise de Nice, enlevée aux Savoyards. Le roi, surtout, sait bien que Louvois est un rouage essentiel du fonctionnement de l'État. En temps de guerre, il est très difficile de se passer de ce ministre, quels que soient ses défauts, ses maladresses, son entêtement. Pour Jean-Philippe Sénat, le crédit de Louvois était effectivement au plus bas en juillet 1691 et Louis XIV semblait de plus en plus exaspéré par la présence encombrante et autoritaire de son ministre. Il est également probable, nous dit le biographe, que le roi l'ait menacé de le renvoyer, mais il n'entendait pas se débarrasser de Louvois comme il l'avait fait 30 ans plus tôt de Fouquet. C'est donc bien un Louvois peu en cour, mal aimé, honni par une bonne partie de l'Europe, qui va ainsi, comme je vous le racontais tout à l'heure, mourir subitement ce 16 juillet 1691. Il n'a même pas eu le temps d'être assisté par un prêtre et de pouvoir faire ses adieux à son fils le plus prometteur, le marquis de Barbezieux. Très vite, la rumeur court, Monsieur Louvois aurait été la victime d'un empoisonnement. Et cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous propose de découvrir le personnage de Louvois, ministre de Louis XIV, du ravage du Palatinat jusqu'à sa mort. Vous pouvez réagir à cette émission, poser vos questions à Franck Ferrand et ses invités. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag ACDH ou la page Facebook Au cœur de l'histoire. La suite, c'est dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Du ravage du Palatinat jusqu'à sa mort. Vous nous parlez de Louvois cet après-midi, Franck Ferrand, et vous nous avez laissé juste avant les pubs avec un suspense. C'est cette question, est-ce que Louvois est mort d'empoisonnement ? C'est-à-dire que le climat est tellement bizarre et chargé, tellement ambigu en ce mois de juillet 1691 que la question peut se poser. L'attitude d'un certain nombre des plus hauts personnages de l'État laisse à songer, et je pense notamment à Louis XIV en personne. Voilà ce que nous raconte encore une fois Saint-Simon. Quoique je n'eusse guère que 15 ans, il faut le préciser, c'est un témoin oculaire mais qui était tout jeune encore. Quoique je n'eusse guère que 15 ans, je voulus voir la contenance du roi à un événement de cette qualité, comme c'est joliment dit. Je le suivis donc toute sa promenade. Il parut avec sa majesté accoutumée, mais avec je ne sais quoi de leste et de délivré. Je remarquai encore qu'au lieu d'aller voir ses fontaines et de diversifier sa promenade, comme il faisait toujours dans ses jardins, il ne fit jamais qu'aller et venir le long de la balustrade et de l'orangerie, et d'où il voyait, en revenant vers le château, le logement de la surintendance où Louvois venait de mourir, et vers lequel il regarda sans cesse toutes les fois qu'il revenait vers le château. Jamais le nom de Louvois ne fut prononcé qu'à l'arrivée d'un officier que le roi d'Angleterre envoya, qui lui fit compliment sur la perte qu'il venait de faire. « Monsieur, lui répondit le roi, d'un air et d'un ton plus que dégagé, faites mes compliments et mes remerciements au roi et à la reine d'Angleterre, et dites-leur de ma part que mes affaires et les leurs n'en iront pas moins bien. » Vous avouerez que c'est quand même assez étrange comme réaction, non ? Alors, difficile de savoir à quel point le témoignage de Saint-Simon est tout à fait fidèle.
En tout cas, il n'est pas le seul à aller dans le sens d'une réaction contenue, voire soulagée du roi. Quels que soient les sentiments personnels de Louis XIV, le monarque réagit face aux soupçons suscités par le décès de son principal ministre. Il faut dire qu'il y a derrière tout ça le clan Letellier qui s'active, qui pense fort à un crime et obtient le diligentement d'une enquête. Il faut dire que dans les jours et les semaines qui suivent, des théories vont courir, théories parfois assez farfelues. Madame Palatine, dans une lettre que cite Dirk van der Kruis, évoque ses soupçons et vise, comme à son habitude, Madame de Maintenon, bien entendu. S'il est vrai que Monsieur de Louvois a été empoisonné, écrit Madame, je ne pense pas que ce soit du fait de ses fils, quelque méchants qu'ils puissent être. Je crois plutôt qu'un médecin a fait le coup pour plaire à une vieille femme que Monsieur de Louvois a vivement contrariée, la vieille femme en question étant l'épouse morganatique de Louis XIV, bien entendu. D'autres imaginent un crime commandité par la Savoie en guerre contre la France, via un serviteur originaire de ce duché. C'est très intéressant d'ailleurs de voir à quel point, à chaque fois qu'un empoisonnement est suspecté à la cour de France, ce sont les Savoyards, sont les gens d'Italie, si l'on peut dire, qui sont les premiers suspectés. Ces théories, en fait, reposent sur très peu d'éléments tangibles. L'autopsie du ministre qui a lieu le lendemain de sa mort va dans le sens d'une banale crise cardiaque. Est-ce qu'il faut y voir la conséquence de la crainte ou de l'annonce d'une disgrâce qui aurait brisé Louvois? Là encore, un certain nombre d'auteurs, comme Saint-Simon, en parlent. Plus simplement, on peut penser que la mort subite du ministre, à l'âge de 50 ans donc, n'a rien de si étonnant pour un homme dans sa position. Voici ce que nous dit Jean-Michel Sénat. Il semble que la thèse de la mort naturelle soit la plus vraisemblable. Ça, c'est une des phrases que j'ai lues le plus souvent sous la plume de nos chers biographes. La santé du ministre n'était pas des plus solides. Le surmenage, le poids énorme de ses responsabilités et l'immensité du travail à accomplir chaque jour pour contenter un maître exigeant ont sûrement joué un rôle majeur dans sa fin prématurée. Bon, pourquoi pas. Reste qu'avec Louvois, le dernier ministre réellement puissant de Louis XIV disparaît. C'était un homme très dur, nous l'aurons compris, désagréable, au rôle plus que discutable, mais en même temps un homme d'État très solide, qui a participé beaucoup sinon à l'édification, du moins à la consolidation de l'édifice Louis XIVien, notamment en matière administrative. C'est toute l'ambivalence de ce personnage, à la fois très positif dans son action politique et administrative, très négatif dans son comportement, dans son attitude et dans les ordres qu'il a pu donner aux armées. Louis XIV, dans un premier temps, accepte que Louvois soit enterré aux Invalides, des Invalides qu'il a contribué à faire bâtir. Mais ce ne sera que pour un temps, puisque quelques années plus tard, assez discrètement, alors qu'on ne s'intéresse plus à cette affaire, Louis XIV demande que le corps soit transféré au couvent des Capucines. Vous voyez que le roi poursuivait par-delà la mort son ancien ministre d'une assez tenace, j'allais dire haine, c'est excessif, mais en tout cas, sans doute d'une forme d'acrimonie. Alors que Louvois est mort extrêmement riche, puissant, fort d'une clientèle nombreuse, la famille Tellier ne va pas se relever de la mort de son plus grand représentant. Elle ne parvient pas à maintenir l'éclat de sa position dans les décennies qui suivent, et le temps va peu à peu éclipser non seulement la famille Le Tellier, mais la gloire même de ce ministre controversé qui, j'allais dire, ne passera pas à la postérité ou n'y passera qu'avec beaucoup de difficultés. Certains, se souvenant du Palatinat ravagé, se diront qu'en fait, si Louvois a laissé une si petite, une si piètre, une si mauvaise image dans l'histoire, ce n'était après tout que justice. Bonjour Agnès Walk, pardon. Je suis ravi que vous soyez avec nous. Nous allons revenir bien entendu dans le détail sur le cas de Louvois. Et puis Bruno Cellier est avec nous et nous parlerons en sa compagnie du grand spectacle qu'il nous a concocté pour ce soir. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
après-midi, Franck Ferrand, vous nous proposez de découvrir ou redécouvrir celui qui a été peut-être l'un des plus grands ministres de Louis XIV, Louvois qui a participé à la fondation de l'Hôtel des Invalides. Et justement, nous recevons cet après-midi Bruno Cellier, directeur artistique, scénariste et metteur en scène du spectacle et créateur de spectacles et de vidéos monumentales La Nuit aux Invalides. C'est à partir de demain et à partir de ce soir et jusqu'au 27 août à l'Hôtel National des Invalides. Vous recevez également Agnès Walck, historienne et auteure de Duel pour un roi, Madame de Montespan contre Madame de Maintenon chez Talandier. Alors, c'est quand même un peu un comble, puisque si j'ai choisi de parler de Louvois, Bruno Cellier, dans cette émission aujourd'hui, c'est parce que vous lui réserviez, dans le spectacle que je connais, La Nuit aux Invalides, une place importante. Vous nous montrez, dans le coin de la cour, ce chien assis, cette sorte de grande lucarne, avec la présence d'un loup qui désigne... Un loup qui sort des roseaux. C'est le petit clin d'œil fait par les maçons. Et Louvois, bien qu'il n'ait pas été enterré donc dans l'hôtel, suivant sa volonté, eh bien, continue de veiller sur son œuvre, parce qu'il a vraiment été omniprésent dans la construction de l'Hôtel des Invalides, que ce soit avec Libéral Bruant ou avec Jules Ardouin Mansart. Mais alors j'apprends, parce que je verrai comme tout le monde le spectacle ce soir, j'apprends que vous l'avez fait disparaître cet épisode. Non, enfin, il est toujours illuminé, ce cher Louvois, mais en fait j'aborde un peu son œuvre sous un angle différent, puisque le programme architectural, le programme iconographique qui a été déployé sur les Invalides, que ce soit du côté nord ou du côté sud, tout ça a été préparé alors par les artistes, pensé, validé par Louvois avant d'être présenté à Louis XIV. Donc Louvois a beaucoup à dire, on a beaucoup à dire sur ce que Louvois a bâti, et il ne se résume pas à cet œil de bœuf, même si c'est un clin d'œil particulièrement frappant. Alors oui, ce qui était terrible, ce qui était prévu que Louvois soit donc enterré, inhumé aux Invalides, enfin ce qui était un peu la moindre des choses, j'allais dire, puisqu'il a été vraiment l'un des principaux maîtres d'ouvrage de cette affaire. Et puis finalement, est-ce que c'est Madame de Maintenon qui l'a fait décaniller, si je puis dire, Agnès Walck ? Non, je ne pense pas. Je pense simplement que quand on a pris la décision de le transférer ailleurs, ce qui était bien aussi, puisque il avait participé à la création de la place Vendôme, et que le couvent était juste à côté. Oui, donc les Capucines, donc il y avait quand même une certaine cohérence dans ce qu'on a fait. Eh bien, le clan Letellier était moins en cours. Il n'y avait plus que son fils Barbezieux, qui va mourir très vite parce qu'il est mort lui à 33 ans. Et donc finalement, le clan s'est fait plus discret, et c'est pour ça qu'il a été exfiltré vers les Capucines. C'est très intéressant ce terme que vous avez déjà employé 2 fois, le clan, car dans ces dynasties bourgeoises de grands serviteurs de l'État qui deviennent ministres, alors ministres au sens large, leur titre était généralement secrétaire d'État, à l'époque c'est l'inverse d'aujourd'hui, un secrétaire d'État était au-dessus d'un ministre, ce sont des clans, ce sont des fronts familiaux en fait, ce sont de petits groupes de familles qui se soutiennent, qui s'entraînent en quelque sorte à exercer le pouvoir. Oui, et qui se forment, c'est-à-dire que les pères forment les fils, les neveux, et tout ça fait une espèce de clientèle. Il n'y a pas de grande école à l'époque, donc la grande école, c'est former les gens dans les bureaux, et on forme d'abord ses alliés, sa famille, les personnes avec qui on est allié d'une manière ou d'une autre. Alors, Louvois a laissé, je l'ai dit, une image assez négative. D'abord, l'image au sens propre, lorsqu'on voit le marquis de Louvois sur un certain nombre de tableaux, il n'est pas très avenant. Il a 3 choses étonnantes. D'abord, des cheveux. Alors, on portait des perruques à l'époque à la cour, mais alors il porte des espèces de perruques très filasses, avec des cheveux extrêmement bouclés, extrêmement fins, des traits brouillés, il faut le dire. On a du mal à cerner véritablement ses traits. C'est exactement l'inverse de son grand rival Colbert, qu'on reconnaît au moindre coup de pinceau. Et puis, un regard d'un sombre. On a vraiment l'impression que cet homme-là n'était pas commode quand même. Il est très rugueux, on va dire. Très rugueux. Voilà. C'est un homme qui, contrairement à son père, parce qu'on n'a pas évoqué son père, c'est le premier de la dynastie qui est un homme de cour et qui va essayer de cultiver cet aspect très courtisan pour justement asseoir sa famille. Mais Louvois, lui, c'est un fils d'eux. Il n'a pas besoin de ce travail de courtisan, et donc il est brut.
brute. Et son caractère était effectivement un caractère plutôt de quelqu'un vraiment hypersensible, certainement un grand timide, certainement quelqu'un qui avait pas mal de blessures secrètes et donc d'un orgueil, je crois, assez incommensurable, ce qui forcément ne pouvait que créer des frictions avec celui de Louis XIV. Alors un orgueil qui est aussi l'orgueil de sa fonction. Il voulait toujours qu'on l'appelle Monseigneur, non pas parce qu'il était prince ou qu'il avait... c'était pas un grand noble, Monseigneur, mais les ministres, voilà. Donc c'est plutôt l'orgueil de la fonction que l'orgueil même personnel. C'est une fonction, ce sont des fonctions, car il a cumulé les portefeuilles. Et son sport préféré, si je puis dire, c'était de liquider ses petits camarades pour prendre leur portefeuille et ne le recéder à personne. C'est assez étonnant. Oui, mais enfin, le clan Colbert fait la même chose de l'autre côté. Donc, Mais alors, ces gens brassent des sommes considérable. Et il y a il faut savoir que sous le règne de Louis XIV, il y a 2 ministères particulièrement essentiels. C'est tout ce qui relève de la guerre, bien entendu, puisqu'on fait constamment la guerre et que c'est par là que passent les principaux crédits, et la question des bâtiments. Eh bien, lui, il avait les 2, Louvois. C'est quand même... Il a eu les 2 à la mort de Colbert. Il a récupéré les bâtiments et il a dépensé beaucoup plus pour les bâtiments que ne l'avait fait Colbert. Il était très prodigue des deniers publics. Il dépensait volontiers. Il dépensait volontiers les deniers publics, mais il dépensait volontiers ses propres deniers. On dit qu'il était très généreux, enfin un homme d'une grande charité. Donc c'est quelqu'un d'assez ambivalent finalement. Il travaille considérablement. Il faut, lorsqu'on en a la possibilité, mais ça se fait grâce à des visites, il faut aller dans l'aile méridionale des ministres au château de Versailles, où se trouvent encore les bureaux de Monsieur de Louvois. On l'imagine en train de travailler avec des dossiers partout, beaucoup de commis, car il faut savoir que ces secrétaires d'État sont très entourés, bien entendu. Il y a beaucoup moins de ministres dans les gouvernements de l'époque que dans les nôtres, mais en revanche, chaque ministre a énormément de collaborateurs à Paris et à Versailles, puisqu'on fait constamment la navette entre les 2 villes, bien entendu. C'est ça. En plus, dans ses demeures personnelles, à Meudon par exemple, alors, il a des bureaux un peu partout, mais c'est aussi un homme de terrain, au moins dans sa jeunesse, au début de la guerre par exemple de Hollande, il va, dit-on, en catimini et déguisé, lui-même acheter des armes en Hollande pour dépouiller les Hollandais, donc il fait le commerçant et il n'hésite pas aussi à se déplacer. Le travail de bureau arrivera un petit peu plus tard et on aura là plutôt des décisions qui seront prises centralisées et il ira moins sur le terrain. Pour soutenir leur position, ces ministres et les clans qui les entourent sont obligés de s'appuyer sur un certain nombre de puissances de cour, il faut le dire, c'est-à-dire des membres de la famille royale notamment, d'éventuelles personnalités appelées à succéder, les dauphins ou ceux qui pourraient devenir dauphins, et puis, j'allais dire peut-être d'abord et avant tout, les favorites royales. Et il y a une guerre de favorites qui est en même temps une guerre de ministres entre Colbert et Louvois. Il faut que vous racontiez ça. Vous êtes la spécialiste de la question. Alors, Colbert a été en charge de Mademoiselle de La Vallière et de ses enfants, et Louvois a été en charge de Madame de Montespan et de ses enfants. Et alors, pourquoi on n'a pas choisi Colbert quand Madame de Montespan a commencé à être favorite de la nouvelle dame en cour. Eh bien, je pense que la raison, c'est que Madame de Montespan était mariée. Et donc, le gros problème était le mari. Donc, il fallait faire quelque chose de façon extrêmement discrète. Or, Louvois, c'était aussi l'homme de l'ombre. C'est quand même lui qui dirige... L'homme de tous les secrets. Ah oui, il dirige, on va dire, les services secrets. C'est ça, les cabinets France. Oui. Il a le cabinet noir, il a des espions un peu partout en Europe, il sait, il manie les gens, il a des informations. C'est un homme extrêmement bien informé. Nous avions consacré un certain nombre d'émissions il y a quelques années à l'occasion du grand anniversaire. Nous avions consacré des émissions à la correspondance de Vauban. Et lorsqu'on épluche la correspondance de Vauban, on se rend compte qu'il passe son temps à correspondre avec Louvois. Donc ces gens devaient avoir une plume à la main presque en permanence. Ils écrivaient des pages et des pages. Beaucoup de secrétaires et il dicte en fait, où il explique, voilà, il faut marquer ceci, cela. On a fait le compte, il est arrivé à Louvois de signer 71 lettres dans la journée. Oui, c'est ça. Voilà. Et ce ne sont pas des lettres de badinage, on parle de choses très importantes. Oui, y compris des lettres qu'il adressait à Louis XIV, qui étaient dans la pièce à côté. Enfin bon, il faut se rendre compte, c'est un travail vraiment... Il fallait parfois laisser des traces et parfois n'en laisser aucune. Alors, les grandes questions qui se posent, et c'est évidemment ce que la postérité aura le plus tendance à reprocher à Monsieur de Louvois, c'est la question des dragonnades avec la révocation de l'édit de Nantes en 1685, la question de l'incendie du Palatinat, nous venons de le voir,
pouvoir en 1688-89. Bref, quand même, de véritables crimes d'État pour certains d'entre eux que l'on impute à Louvois. Nous allons voir si vous êtes aussi sévère que la plupart de vos devanciers. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, pour parler de l'un des ministres les plus importants de Louis XIV, Louvois, vous avez deux invités, Franck Ferrand. Agnès Walck, historienne, auteure de Duel pour un roi, Madame de Montespan contre Madame de Maintenon, chez Talandier, et Bruno Cellier, directeur artistique, scénariste et metteur en scène de spectacles, créateur du spectacle de vidéo monumentale La Nuit aux Invalides, en partenariat avec Europe 1, qui commence ce soir et jusqu'au 27 août à l'Hôtel National des Invalides. Et oui, car il faut dire que Louvois a joué un rôle essentiel dans la création des Invalides, Agnès Walck. Il a été vraiment moteur. Il a été moteur. Louvois, et c'est aussi un aspect qu'il faut indiquer, était très soucieux de ses soldats, voulant préserver la vie de ses soldats. C'est plutôt quelqu'un qui n'aime pas les batailles, en fait, ce qui peut expliquer le ravage du Palatinat. Oui, parce que paradoxalement, l'idée c'était de faire du Palatinat une sorte de grand couloir où les troupes françaises pourraient passer sans avoir à combattre nullement et puis faire peur aux autres. En fait, là, ça a été raté puisque l'Europe n'a pas eu peur du tout. Elle a surtout été exaspérée et scandalisée par ce qu'elle a vu. Exactement. Voilà. Mais donc, l'idée, c'était quand même d'assurer aux soldats une retraite dans des conditions de confort optimales pour l'époque, ce qu'étaient les invalides. Hein. Et ça a été aussi quelque chose Les invalides, comme leur nom l'indique, c'est un hôpital pour les invalides de guerre, en fait. Hein. De guerre, exactement. Invalides ou personnes âgées. C'est-à-dire, c'est un hôpital, c'est un hospice, parce que les hôpitaux étaient des hospices, mais à l'intérieur des invalides, il y a une infirmerie qui est tenue par enfin à la fois les prêtres lazaristes et les dames de la charité. Tout ça, ça a été fondé par Saint Vincent de Paul, et Louvois donc fait appel à cet ordre religieux qui est un ordre qui soutient les pauvres et les miséreux, et donc c'est à la fois donc une sorte de super couvent parce qu'il y a un rythme quand même religieux, d'ouvroir parce qu'on fait travailler les invalides pour qu'ils gagnent un petit peu d'argent. Alors on les fait tricoter, on les fait faire des ouvrages qu'on considérait de nos jours des ouvrages de dames. Hein, c'est assez rigolo. On les soigne quand ils sont malades. Ceux qui sont mariés, on leur permet par exemple de découcher des invalides 2 jours par semaine pour aller voir leur famille, et on propose même aux soldats, mais plutôt aux officiers qui voudraient fonder des familles, d'acheter des terrains autour des invalides pour construire des hôtels. Cet immense hôtel des Invalides, il fait penser à un autre à l'Escorial. Ah, voilà, c'est ça. Mais bon, il faut bien reconnaître. C'est un Escorial français en quelque sorte. Hein. Oui, l'Escorial n'était pas exactement fait pour ça, mais c'était aussi un monastère à la gloire du roi d'Espagne. En tout cas, l'architecture fait vraiment penser ces cours à angle droit, etc. Oui. Et puis cette partie centrale avec aux Invalides le dôme absolument merveilleux dont se sert Bruno Cellier dans son spectacle, évidemment, ce dôme qui est le chef-d'œuvre de Jules Hardouin-Mansart. Alors revenons aux questions qui fâchent. Bon, l'incendie du Palatinat, on a compris. Les dragonnades, Alors c'est pas de sa faute. Les dragonnades, c'est l'intendant du Poitou, Maria, qui était issu, lui, alors pour le coup, d'une famille ultra-ligueuse, c'est-à-dire ultra-catholique et même assez terroriste dans ce sens, qui le propose. On avait déjà utilisé la même chose pour mater les révoltes fiscales. C'est-à-dire, on loge les gens de guerre chez les gens. Et sont exemptés du logement des gens de guerre ceux qui sont catholiques. Donc on a tout intérêt à se convertir si on veut pas devoir héberger des soldats dont on a compris quand même qu'ils ne se comportaient pas toujours de manière très civile. Donc ça va effectivement conduire à des conversions obtenues, de nombreuses conversions. Alors là encore, Louvois ne dit pas non, mais ne dit pas oui non plus. C'est-à-dire que l'attitude qui est
était un peu celle de Louis XIV, en fait. Et C'est ce que nous dit Sénat dans sa biographie, d'ailleurs. Exactement. En fait, Donc Louvois il laisse faire. Ça, on obtient des résultats. Quand les gens se plaignent un peu trop parce qu'il y a des remontées quand même des protestants, eh bien on arrête et puis on recommence éventuellement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait quand même des protestants dans les troupes et les armées de Louis XIV, et malgré la révocation de l'édit de Nantes, il n'est rien arrivé à ces troupes protestantes. Ils ont gardé leurs propres aumôniers et n'ont pas été obligés de se convertir. Donc c'est toute l'ambiguïté finalement d'une politique, et on n'arrive pas très bien à savoir ce qu'il pensait véritablement, ce qui pouvait être sa conviction intime. Ce qui est fascinant avec un homme comme Louvois, c'est la capacité qu'il a de mener tant de projets simultanément. Et on le voit s'occuper à la fois des grandes affaires diplomatiques militaires, des grandes fondations du royaume, mais aussi des petites affaires de police interne qui l'intéressent beaucoup et qui occupent une grande partie de sa journée. Je pense à l'affaire des poisons, bien entendu. C'est pas une petite affaire de police. L'affaire des poisons, il y est depuis la marquise de Brinvilliers. C'est-à-dire que moi qui avais travaillé sur la marquise de Brinvilliers, c'est étonnant parce que donc une femme, qui a empoisonné son père et ses frères, eh bien qui fuit, il la traque et il met des espions derrière elle à sa trace. Ces espions finissent par la retrouver. Il faut 5, 6, 7 ans pour que ça soit... Alors, la question qu'on a envie de se poser, c'est lui qui connaissait si bien ces affaires de poison, à force, est-ce qu'il a été lui-même victime de poison? Non, vous n'y croyez pas non plus, vous? Absolument pas. J'ai du mal à trouver quelqu'un qui veuille bien me défendre cette idée. Non, ça ne peut pas. Vous savez, les poisons, on l'a dit pour tout le monde, pour tous les morts à la cour, on a dit qu'ils avaient été empoisonnés. Mais non, tout simplement, c'est un homme qui était très fatigué, qui a un très grand embonpoint, qui est surmené par son travail et qui meurt d'une mort et qui a des naturelle. Tensions très fortes avec Louis XIV, faut le dire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense qu'on doit pouvoir dire qu'il est un des rares, sinon le seul homme à avoir osé tenir tête à Louis XIV. Évidemment, il y a eu beaucoup de frictions entre eux et à la fin, c'était très pénible. C'était très pénible, mais c'est aussi l'homme qui a tenu la main de Louis XIV quand il s'est fait opérer de la fistule. Oui. Donc il tient tête, mais il tient aussi la main. Vous voyez, c'est une sorte de toujours cette duo, ambivalence. C'est une ambivalence qui est extrêmement intéressante. Vous consacrez au règne de Louis XIV un peu plus de place dans le spectacle, Bruno Cellier. Oui, c'était bien normal. Et alors, ce qui est touchant avec Louvois, c'est que beaucoup de générations de jeunes Français ne le savent peut-être pas, mais ils ont tous rendu hommage à Louvois, puisque le pas de 1-2, le pas Louvois, a été créé les casernes aussi. Par Louvois. Oui. Les casernes, le lit au carré, l'uniforme. Oui, non mais faire tout simplement marcher des soldats au pas, c'est une invention de Monsieur Martinet, qui était inspecteur des armées sous la direction de Louvois. Voilà. Alors vous avez fait un spectacle nettement, vous avez enlevé la petite séquence dont on parlait tout à l'heure, mais vous avez fait un spectacle nettement plus long, puisqu'en tout, il fait presque 50 minutes maintenant, c'est ça? Oui, alors Louvois continue à parler, puisque son œil, l'œil de Louvois parle avec la voix de l'admirable Jean Piat. Mais c'est vrai que le souhait cette année, c'était de remonter un petit peu plus loin et d'ouvrir sur l'histoire de la capitale, toujours liée aux Invalides, parce que le programme iconographique que je disais tout à l'heure permet de remonter jusqu'à la source de Lutèce. On connaît bien maintenant à Maclio, et nous avons souvent parlé de vos spectacles sur cette antenne, mais pour ceux qui découvriraient, il faut expliquer que vous procédez par des projections d'images extrêmement nettes et qui transfigurent littéralement les monuments. C'est somptueux, tout ça accompagné de sons, bien entendu, un son très pur, très beau d'ailleurs. C'est la règle. On veut absolument la star, pour dire, du spectacle. C'est pas le monument, en fait, c'est pas un film qui est projeté. On ne transforme pas le monument en un simple écran. C'est lui qui parle, c'est lui qui vit. Et donc la vidéo monumentale a cet avantage, lorsqu'elle est bien précise, de pouvoir changer les atours, le costume du monument, afin de le faire d'aider à traverser les siècles. Alors cette fois, on commence plus loin dans le temps. On parle des Capétiens, etc. Et on va beaucoup plus près de nous, d'après ce que j'ai compris, c'est ça? Alors il y a la Belle Époque qui fait aussi un petit
clin d'œil. Alors il faudra venir voir avec la fée électricité et puis tout cet état d'esprit, toute cet art, cette approche artistique de l'art nouveau de la Belle Époque qui bénéficie d'une scène en entier et voilà, qui rénove un petit peu aussi une partie du spectacle. Ah mais vous me dites il faudra venir voir, je serai là moi dès ce soir, je vous rassure. Vous allez utiliser bien sûr cette extraordinaire architecture. On est dans la cour d'honneur des Invalides, dominée par ce dôme extraordinaire. Sous le dôme, faut peut-être pas oublier quand même qu'il y a le tombeau de Napoléon. Donc la présence de Napoléon se fait sentir d'une certaine façon. Oui, ouais. C'est la merveille pour moi des Invalides, c'est que ce monument, s'il est toujours au cœur de notre actualité, c'est qu'il a traversé les siècles, les régimes, et que monarchie, république, empire, chacun y a apporté sa pierre. Oui, et quelque chose, j'ai cru comprendre qu'on parlerait beaucoup de Napoléon l'année prochaine, qu'il y aurait une grande soirée Napoléon également avec vous. Très bien informé. Aux Invalides, je suis très bien informé. Alors, il faut savoir que le 23 juin, la nuit aux Invalides va prendre des couleurs particulières, puisque le spectacle sera pour les chrétiens d'Orient. Maclio soutient en effet l'AID, l'aide à l'église en détresse, et SOS Chrétiens d'Orient. Et vous organisez cette soirée spéciale de charité pour la reconstruction de l'école syriaque catholique de la cathédrale de Bagdad. Je n'ai qu'une envie, c'est de vous dire bravo et de dire à nos auditeurs qu'il faut absolument être là pour soutenir cette belle initiative, donc le 23 juin prochain. Et puis, en fait, c'est les chrétiens d'Orient qui ont réservé une soirée pour cette cause-là, tout à fait. Et bien entendu, la nuit aux Invalides, c'est à partir de ce soir et ce ssera jusqu'à la fin du mois d'août. 2 mois et demi à l'affiche, au cœur des Invalides, au cœur de l'histoire. Bien écoutez, merci beaucoup, au cœur de l'histoire, comme vous le dites, Bruno Cellier. Je rappelle, Agnès Wahl, que le titre de votre dernier ouvrage chez Talandier, Duel pour un roi, Madame de Montespan contre Madame de Maintenon. Et puis, nous l'avons cité allègrement pendant le récit tout à l'heure, également chez Talandier, la biographie de Jean-Philippe Sénat, Louvois, le double de Louis XIV. Merci beaucoup. Et dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand vous donnera la signification des couleurs bleu, blanc, rouge de notre drapeau. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec une question de Gilles aujourd'hui sur le site europe1.fr. Bonjour Franck, pourriez-vous expliquer l'origine et la signification des couleurs bleu, blanc, rouge de notre drapeau ? Alors le rouge, c'était initialement la couleur de Saint-Denis, on la retrouve sur l'oriflamme de Charlemagne, etc. Ça remonte très loin, bien entendu. Le bleu, c'est la couleur des rois de France, évidemment. Le bleu roi, les Capétiens l'utilisent sur la plupart de leurs blasons. En tout cas, il y a des fonds bleus aussi dans toutes les grandes tentures de cérémonie. Et quant au blanc, utilisé sous la forme d'une croix de Saint-Michel, ce blanc, il apparaît dès le XIVe siècle en opposition au rouge des Anglais. Et vous savez qu'à partir du roi Henri IV, à partir du règne d'Henri IV, le blanc va devenir la couleur de la monarchie française. Alors, avant de parler d'un drapeau bleu-blanc-rouge, il y a eu une cocarde. C'est ça, en fait, l'histoire. On est juste au lendemain de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, et on va constituer des petites cocardes. Vous savez que le 17 juillet, le roi se rend à l'hôtel de ville de Paris, on lui remet une cocarde bleu, blanc, rouge qu'il accroche à son chapeau. Alors, pourquoi bleu, blanc, rouge ? Ce sont certes les couleurs des gardes françaises devenues pour une partie d'entre elles garde nationale, mais c'est aussi ce bleu, blanc, rouge, les couleurs de Paris auxquelles on a ajouté le blanc. Les couleurs de Paris, rouge et bleu, vous savez, là encore depuis très longtemps, il faudrait remonter au Moyen-Âge, et il semblerait que ce soit Lafayette, à la tête de la fameuse garde nationale, qui ait eu l'idée d'ajouter le blanc de la monarchie au rouge et au bleu de Paris. Voilà en tout cas ce qu'on dit, parce que plusieurs hypothèses coexistent. Ce drapeau tricolore, il va exister pendant toute la Révolution, l'Empire. À la Restauration, il est abandonné bien entendu au profit du drapeau blanc fleur de lys. Il reverra le jour au moment de la Révolution des Trois Glorieuses et de la monarchie de Juillet pour ne plus quitter les hampes des drapeaux français. On aurait pu imaginer que le comte de Chambord gagne son combat, si je puis dire, et que le drapeau blanc revienne en France. Mais enfin, ça, ce serait une histoire tout à fait uchronique.